Bonjour et bienvenue. Et si la maladie avait du sens? Quand nous prononçons le mot maladie, souvent nous le chargeons de peur. Nous imaginons une panne, un dysfonctionnement, quelque chose qu'il faut réparer, quelque chose qu'il faut enlever. La maladie aussi souvent apparaît comme une injustice. Elle est vécue comme une malchance qui arrive au mauvais moment, comme un mauvais sort en quelque sorte. Pour la médecine classique, la maladie n'a d'ailleurs aucun sens. Elle est, point. Et ensuite, eh bien, elle agit quand c'est possible. Elle vient poser un diagnostic médical que moi j'utilise et dont j'ai besoin pour travailler, pour comprendre le sens de la maladie. J'ai besoin du diagnostic médical précis. C'est ce qui va me donner la compréhension du fonctionnement de la cellule. Quelle est la cellule qui est touchée et de quoi elle parle? La maladie, pour les Chinois, n'apparaît pas subitement comme ça. Elle est le fruit d'un long processus progressif qui est la succession de déséquilibres qui n'ont pas été entendus. Le corps, souvent, d'ailleurs, commence par manifester des petites tensions, de la fatigue, des signes, hein, des troubles du sommeil, une digestion difficile, perturbée, même de l'irritabilité, des émotions que l'individu n'arrive pas à contrôler, qui peut qui peuvent marquer aussi le fait qu'il ne soit pas en accord avec ce qu'il vit dans son environnement. D'autres symptômes comme la frilosité, des chaleurs internes excessives, des douleurs, même des douleurs passagères dans le corps, de l'oppression, tout ça, toutes ces agitations émotionnelles, tous ces signes, tous ces symptômes, ce n'est pas une maladie réellement constituée, mais ils viennent révéler à l'individu que quelque chose ne fonctionne pas. Et en médecine chinoise, que la circulation énergétique n'est plus harmonieuse. Ils indiquent déjà à l'individu, s'il veut bien l'entendre ou s'il est en mesure de l'entendre, hein, qu'il doit réagir, qu'une attention doit être portée à ce déséquilibre. Ça, c'est important. On peut se demander, mais comment c'est possible que cette machine, qui est pourtant tellement sophistiquée, puisse bugger si soudainement parfois? Est-ce qu'on ne pourrait pas voir la maladie comme une tentative intelligente que notre cerveau utilise pour s'adapter à un stress réel et venant révéler ce que l'inconscient garde en secret, comme un langage codé que notre corps utilise pour nous alerter, pour nous protéger, pour nous inviter à évoluer, à changer de vie, à changer ce qui n'est plus harmonieux dans notre vie. Et vous, est-ce que vous vous êtes déjà posé la question, qu'est-ce qui n'est pas harmonieux dans votre vie aujourd'hui? Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est suffisamment important pour que euh, la nuit et le jour, vous ne cessiez d'y penser et d'essayer de trouver une solution à cette disharmonie? Qu'est-ce qui, dans votre quotidien, aujourd'hui, dysfonctionne? Et à chaque symptôme qui se déclare dans votre vie, hein, est-ce que vous avez déjà ce réflexe de vous questionner, de vous poser des questions, d'essayer de comprendre le message que votre corps est en train de vous envoyer? Alors, on ne va pas se tromper si on dit que la maladie, finalement, c'est l'absence d'équilibre, l'absence d'harmonie et donc l'absence de santé. Dans la nature, lorsqu'un végétal subit un stress, on va prendre la définition du mot, un stress qui est vécu comme une contrainte, une forme de résistance qui oblige notre corps à nous adapter, qui oblige notre pensée à trouver une solution. Une contrainte donc qui peut le nuire et nuire à sa vie, en tout cas qui va l'affaiblir. Alors, on va prendre le cas de jeunes cervidés. On va dire que eux, ils sont la représentation du stress, d'accord? Le stress du végétal. Pourquoi? Parce qu'ils vont commencer à brouter, à apprécier les jeunes pousses de ce végétal et ça va à un moment donné l'endommager, ça va en tout cas l'affaiblir et ça
Ça peut même nuire à sa vitalité, hein, et le faire disparaître. Alors, il va réagir, ce végétal. Il va réagir à ce stress et pour sa survie, il va alors activer des mécanismes d'adaptation chimique. Il va produire des substances toxiques ou amères qui vont lui permettre de repousser le stress, c'est-à-dire les jeunes cervidés qui, eux, ben, par le dégoût, ben, vont comprendre que ben, cette plante, elle est plus bonne et ils vont aller voir ailleurs. Ça, c'est très intéressant parce que grâce à cette réaction-là, eh ben, il va sauver sa vie. La plante va limiter les dégâts, va gagner du temps pour se régénérer. Ben, si c'est amer, ben, peut-être qu'ils vont aller un peu plus loin et puis après, ils vont réessayer ou eux-mêmes vont peut-être s'adapter. Mais en tout cas, lui, il a augmenté, cette plante, pardon, elle a augmenté ses chances de survie. Allons voir chez les animaux maintenant. La grenouille des bois, Rana sylvatica. Elle vit au Canada, au-delà du cercle polaire. Et elle doit s'adapter à un stress vraiment très important, c'est l'hiver et les écarts de température, les grands froids. Alors, elle peut tolérer en fait le gel jusqu'à 60% de son eau corporelle totale. Ensuite, elle ne peut pas le tolérer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Son cœur s'arrête, elle ne respire plus, le sang ne circule plus. Elle entre comme dans un état de mort clinique apparente. Et il y a seulement le système nerveux qui va émettre des signaux faibles, d'accord? Et dès que la peau commence à geler, ça va déclencher des réactions hormonales qui vont augmenter la glycémie en flèche. Euh, à peu près, je ne sais pas, entre 50 100 fois la valeur normale. Pourquoi? Parce que ça va lui servir d'antigel naturel. Extraordinaire, non? Et donc, le glucose est rapidement distribué aux organes pour protéger les cellules et maintenir le métabolisme au strict minimum alors que le sang a cessé de circuler. Le sucre va empêcher les cellules de se déshydrater trop vite et va forcer la glace à se former autour des cellules dans les espaces extracellulaires et non à l'intérieur, ce qui briserait les membranes cellulaires et donnerait la mort à la grenouille. Donc, vous voyez que euh, dans la nature, les végétaux, les animaux et nous aussi, nous nous adaptons sans arrêt au stress. Alors, ce corps fait face à une situation de stress, hein, ce stress qu'il n'arrive pas à gérer de manière consciente, ben, va déclencher des réponses, d'accord, ou plutôt une réponse possible parmi tant d'autres, eh ben, pour surmonter le stress, pour trouver des solutions, une solution possible. Le philosophe Nietzsche disait que la maladie, c'était l'école de la vie, hein, qu'elle obligeait l'individu à penser autrement, elle l'invitait, et il disait que la maladie invitait l'individu à se questionner et à questionner le sens de son existence. Moi, je trouve que c'est très intéressant parce que quand je vois les gens qui tombent gravement malades, hein, eh bien, à un moment donné, bah, ils sont arrêtés, ils sont bloqués, ils sont arrêtés par la maladie, hein, et donc ils vont devoir cheminer et se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive et finalement, qu'est-ce que je peux changer dans ma vie pour améliorer ma vie? Voilà, ça ce sont des questions qui reviennent fréquemment. Pour Jung, la maladie, c'est une manifestation de l'inconscient, ce qui est intéressant puisque on peut aller chercher dans l'inconscient toutes les mémoires familiales, tout le passé de l'individu qui fait qu'il est comme ça aujourd'hui. Et la manifestation de l'inconscient, pour lui, pour Jung, hein, elle est liée aussi à des conflits psychiques non résolus qui manifestent un aspect de soi négligé ou réprimé. Alors, encore une question que vous pouvez vous poser, quelle est la partie de vous que vous avez mis de côté? Alors nous vivons dans un monde de dualité. Nous sommes soumis à l'espace, au temps. Et pour les Chinois, la santé, c'est synonyme d'harmonie et surtout d'équilibre dans nos deux polarités, yin et yang, féminine et masculine.
moi, ce que j'appelle le cœur et la raison. Nous fonctionnons bien trop souvent sur un mode masculin, excessivement masculin, sur un mode où l'écoute de la raison est prédominante, où celle du cœur, justement, est souvent délaissée, réprimée, abandonnée, comme négligée. C'est cette partie-là qu'il va falloir refaire sortir. Alors, ça va engendrer peut-être même des fois un conflit interne, comme je veux mais je peux pas, je dois mais je veux pas. Euh, mais quels sont les vrais désirs que vous avez mis de côté? Quels sont les projets que vous avez délaissés au profit de la raison, au profit des devoirs, des obligations et même des loyautés familiales aussi? Alors, tournons-nous vers l'hébreu. En hébreu, la maladie nous renvoie à une racine, hala. Alors, la maladie, c'est mahala. Elle nous renvoie à la racine, à une des racines, hala, qui signifie devenir faible. Ça, on peut le comprendre en ce qui concerne la maladie, mais aussi être fâché et avoir du chagrin. Alors, être fâché, moi, ça me renvoie tout de suite à la médecine chinoise. Et la médecine chinoise euh, fait le lien entre les émotions et le corps, entre les émotions et les organes. Et une émotion, donc être fâché, c'est être en colère tout simplement, hein. Et être en colère, c'est associé en médecine chinoise au foie, mais surtout à l'élément bois, qui est une énergie locomotrice, qui me permet d'aller de l'avant. En bio, on dirait c'est du plus un, l'instant et l'instant d'après, c'est-à-dire ce que je planifie pour mon futur. Et donc, ça veut dire quoi quand on est en colère? Ça veut dire qu'il y a une frustration par rapport à un désir qu'on n'a pas réussi à mettre en place ou qu'on n'a pas mis en place, par rapport à un projet qui n'a pas été concrétisé, qui n'a pas fonctionné. Et donc, pour essayer peut-être que l'individu a des obstacles dans sa vie, hein, il va devoir, il se met en colère pour mobiliser encore plus l'énergie motrice pour pouvoir sauter l'obstacle et essayer d'atteindre la cible. Donc déjà, la maladie, elle dit quoi? Eh ben, être fâché, c'est intéressant. Ça veut dire qu'il y a une frustration à l'intérieur. Ça veut dire qu'il y a un désir qui n'a pas été mis en place. Deuxièmement, la maladie, elle dit aussi avoir du chagrin. Avoir du chagrin, c'est être triste. En médecine chinoise, la tristesse est associée au poumon et à l'énergie du métal. Et la tristesse dans cette énergie métal, elle permet à l'individu d'aller dans son yin, d'aller à l'intérieur et puis se poser des questions sur le sens de l'existence. La tristesse, elle me permet de me séparer de mon environnement, c'est de prendre de la distance, d'accord, pour essayer de me retrouver et de réfléchir par rapport à ce sens de l'existence. Et aussi, la tristesse, elle me permet de mettre un point final à peut-être une situation qui ne doit plus avoir lieu, peut-être par rapport à un passé, comme si la maladie, avec cette tristesse, me permet de préparer un nouveau futur qui est complètement différent. Alors, si on pousse un peu plus loin la réflexion, on se rend compte aussi que le mot mahala est aussi associé au renoncement et au pardon, et aussi au rêve. Cholam, hein, c'est le rêve, et le rêve en hébreu est associé à la bonne santé, au fait d'être sain et fort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est en bonne santé, eh ben, c'est celui qui est en bonne santé, c'est celui qui a des rêves. Ici, on peut déjà se poser encore des questions. À quoi j'ai renoncé dans ma vie, ou plutôt à quel rêve j'ai renoncé, ou quel est le rêve que j'ai oublié de mettre en place, quel est le désir fort que j'avais ou que j'ai mis de côté et pour quelle raison. Une raison d'argent, une raison de devoir, encore d'obligation. On retrouve encore ces notions d'obligation qui prennent plus d'espace dans ma vie, cette énergie yang, hein, au détriment de mon cœur, de mon désir et de mon énergie yin. À quel moment j'ai arrêté d'écouter mes rêves au profit de ma raison? Pour le docteur Hammer, la maladie n'est pas une erreur du corps, mais un programme biologique de survie mis en place par le cerveau pour aider l'individu à faire face à un choc émotionnel intense. Comme une stratégie de survie temporaire pour sortir du stress, hein, il parle donc d'un choc conflictuel biologique qui va déclencher le processus, un événement soudain, inattendu, ressenti dans l'isolement et vécu comme une menace vitale. Ce choc est
perçu par le cerveau et donc il va envoyer un ordre au corps pour réagir et s'adapter par rapport à ce stress. Évidemment, cette réaction, c'est l'une des solutions possibles face à ce conflit que l'individu n'a pas réussi à résoudre. Évidemment, ce n'est pas une solution parfaite, il existe d'autres solutions et c'est ça toute l'enquête et toute la recherche qu'on fait quand la maladie s'installe. Alors, on pourrait dire que la maladie, c'est le renoncement à un rêve, le renoncement à soi, à un désir que l'on n'a pas écouté, ou la maladie, ça peut être aussi dû à un ordre auquel on a obéi par devoir ou par obligation, alors qu'on n'en avait pas le désir. Pour la pensée chinoise, être en bonne santé, c'est vivre en accord avec son environnement. Si une contrainte, un stress persiste de manière chronique dans mon environnement, c'est-à-dire que je ne me sens pas à l'aise, mais qu'est-ce que j'attends pour sortir, pour m'en libérer? Pourquoi je me contrains à subir au quotidien un stress dû à mon environnement? Mais pour quelle raison? Et pour les Chinois, la maladie, en tout cas la bonne santé, c'est vivre aussi en accord avec soi-même, c'est-à-dire entre ce que je pense et entre mes pensées et mes actions. Par exemple, je veux quitter ce job car je ne supporte plus, j'en peux plus, eh bien j'agis. Alors, bien sûr que je peux me donner du temps, bien sûr, et préparer ma sortie pour ne pas être en stress, mais on doit se dire, allez, j'ouvre une nouvelle porte. Je ne m'oblige pas à rester dans un endroit, à rester, à vivre une contrainte, puisque maintenant j'ai compris que la contrainte, à un moment donné, quand elle est excessive et quand elle dure dans le temps, eh ben, elle va m'obliger mon cerveau va essayer de la dégager et trouver une solution pour sortir de cette contrainte. Alors, vaut mieux réagir avant, non? Vous ne pensez pas? Alors, le cerveau, il fonctionne en termes de survie. Il y a des choses qui sont importantes que j'enseigne dans mes formations, mais la première chose, le cerveau, lui, il a besoin, un, de respirer. Ça paraît logique. Deux, il a besoin, de manger et de boire. Ça, c'est un stress pour lui, c'est en lien avec la survie, d'accord? Et pour nous, aujourd'hui, on n'est plus là, on part plus chasser dans la cambrousse comme faisaient nos ancêtres des premiers temps, d'accord, de la préhistoire. Non, aujourd'hui, c'est quoi aller manger? C'est aller gagner de l'argent. Donc, dès l'instant où j'ai une problématique d'argent, pour mon cerveau, c'est associé à quelque chose, un stress de l'ordre de la survie. Il faut que je survive parce que si je ne gagne pas d'argent, eh bien, hop, je ne vais pas pouvoir manger. Donc, aujourd'hui, il faut faire tout son possible. Alors, bien sûr que des fois, c'est difficile, mais vous voyez que le stress par rapport à l'argent peut conduire à la maladie. D'accord. Et la troisième chose c'est le territoire, c'est défendre son territoire, avoir la capacité d'être dans un territoire où je me sens bien, où je ne me sens pas en danger, où je me sens en sécurité. Et ça, c'est aussi très important. Et la troisième survie, c'est plutôt la survie de l'espèce, c'est-à-dire que le cerveau est programmé en termes de survie et évidemment la reproduction, c'est-à-dire faire en sorte que l'espèce perdure, c'est aussi programmé dans notre cerveau. Alors, je vais vous parler un petit peu de psychobioénergétique. C'est quoi pour moi la psychobioénergétique? Alors, je travaille avec plein d'outils. Je vous ai dit, d'abord, le premier, c'est le décodage biologique qui me permet de décrypter le sens des maladies et des symptômes. D'accord. Et puis, pour faire ça, eh bien, je m'aide de la physiopathologie. Donc, pour moi, le diagnostic médical est très important, vraiment très important. Ensuite,
Et de toute façon, pour moi, l'accompagnement de la médecine classique, contemporaine, est primordial, hein, d'accord? Pour moi, pour être en bonne santé, je dois être en équilibre entre terre et ciel, hein, selon la médecine chinoise, qui date quand même de 3500 ans. Et donc, je ne peux pas, quand je tombe malade, utiliser que la médecine énergétique sans penser à l'accompagner de la médecine contemporaine et réciproquement. Pour moi, le top, quand on tombe malade, c'est d'utiliser ces deux médecines, de réunir ces deux médecines. Et vraiment, ça, c'est un de mes grands rêves. Voilà, que les gens, ils se relient, ils se retrouvent, et puis qu'on puisse fonctionner tous ensemble. On fait partie d'un même monde. Donc, la médecine, on appelle ça les médecines douces, la médecine énergétique, ce que vous l'appelez comme vous voulez, eh ben, il devrait se tendre, se raccorder avec la médecine contemporaine et réciproquement. Mais bon, et donc, moi, la première chose que j'utilise, c'est ça, c'est le décodage biologique. Je cherche à comprendre le sens de la cellule qui a été touchée. Quelle est la fonction de cette cellule? Donc ça, c'est fondamental. Donc, on n'est pas dans le symbolique, là. On est vraiment, on rentre dans la biologie, d'accord? Il y a souvent une confusion d'ailleurs où les gens ils pensent faire du décodage biologique et ils font du décodage symbolique, émotionnel. Non, c'est la biologie, c'est la biologie. Ensuite, grâce à ça, grâce à cette biologie, eh bien, moi, je vais utiliser les 5 éléments pour comprendre la dynamique énergétique, c'est-à-dire le trouble, le conflit énergétique qui a lieu comme une conséquence en fait du trouble biologique, d'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose et je vais utiliser l'énergétique pour ça. Ensuite, je peux aller forcément hein, travailler grâce à l'énergétique sur les maladies, les symptômes, mais aussi les blocages, les comportements. Par exemple, on peut très bien venir me voir pour une problématique d'argent. En médecine chinoise, l'argent est associé à la terre et à l'eau, et donc du coup, ça va me permettre, moi, de fouiller pourquoi ces éléments-là sont bloqués et qu'est-ce qu'ils font ressortir dans le passé de l'individu, à quoi en fait je vais décrypter, hein, là je vais même décoder, hein, essayer de comprendre de quoi ça parle dans l'individu et ensuite bien sûr que je vais aller chercher dans l'histoire familiale aussi. Quand je fais ça, donc je peux aussi travailler sur les problématiques d'amour, hein, sur plein de choses. Et quand je fais ça sur euh, ce sont plus des thèmes qui sont en dehors de la maladie et du symptôme, eh bien, je peux aller aussi utiliser le symbole et notamment le tarot, le Yi-King, l'homéopathie énergétique, tout un tas d'outils symboliques qui vont me permettre là de chercher, comme une véritable enquête, hein, de chercher ce qui se passe, en fait, essayer de trouver des images, des relations pour comprendre le sens de ces blocages. Le tarot énergétique, hein, il n'explique pas notamment la cause organique d'une maladie, bien sûr, hein, et il ne permet pas d'en prévoir non plus l'évolution. Moi, je ne l'utilise pas pour décrypter et pour voir l'avenir, je l'utilise pour essayer de comprendre le présent et le passé, c'est-à-dire aller fouiller dans l'arbre familial. Pour décrypter le présent, ça va me donner comme ces cartes-là, on les a associées avec les 5 éléments de la médecine chinoise, ça me permet lors des tirages de voir peut-être quel élément est défaillant, est en déséquilibre. Et puis ensuite, les arcanes, les 22 arcanes majeurs sont associés aux 22 lettres hébraïques. Ça me permet en fait d'avoir une grande lecture en fait de la problématique de la personne, du conflit de la personne. À cela, moi, j'ai rajouté les fleurs de Bach, des points d'acupuncture, des postures de yoga, ce qui me permet d'associer le corps et l'esprit et de travailler sur la globalité de la personne. D'accord? Donc,
toutes ces sont des langages, hein, d'accord? Le tarot énergétique, même le Yi-King, hein, sont des langages symboliques qui vont être capables de mettre une image, ce qui semble parfois confus ou ce qui vient de l'inconscient. Donc voilà un petit peu, ben voilà un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Mais écoutez, n'hésitez pas à vous inscrire, ben, sur mon site pour recevoir les articles, pour recevoir, les dates des séminaires. En tout cas, merci de m'avoir écoutée. C'était un plaisir pour moi de faire cette petite, vidéo et je vous dis à très vite.